Pourquoi démolit-on les services publics des Français contre leur volonté? C'est pas parce que la France est endettée, hein. Je signale par exemple qu'il y a des fonds américains qui investissent nos services publics, ou que M. Fillon, en 2011, quelques semaines avant de quitter le pouvoir, a introduit JP Morgan et Goldman Sachs sur le marché du gaz en France. Je suis désolé de décevoir peut-être vos illusions, mais si Goldman Sachs intervient sur le marché du gaz en France, ce n'est pas parce qu'ils ont comme souci prioritaire d'assurer l'approvisionnement en gaz régulier à bon marché de M. Pierre Barbemol qui habite dans la banlieue de Grenoble. Ils sont là pour faire de l'écrémage de marché, pour se mettre sur les niches les plus profitables, pour dégager du cash de façon maximale. Je signale que ces fonds, d'ailleurs, qui viennent des États-Unis, émanent d'un pays dont l'endettement public est supérieur au nôtre en pourcentage du PIB. Donc ça n'est pas parce que nous serions en faillite. Non, si on démolit les services publics, c'est parce qu'il y a un article 106 du TFU qui nous dit que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence. Alors, là aussi, il faut que je vous explique. Pourquoi les traités européens ne disent pas les entreprises de services publics? Ils disent les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal. Eh bien, c'est comme tout à l'heure, vous savez, je vous parlais de la Constitution européenne. Je vous disais que les Britanniques ne savaient pas ce que c'était qu'une constitution, qu'on ne peut pas avoir de constitution européenne parce que d'emblée, les peuples ne disent pas la même chose. Et c'est pareil. C'est que les autres peuples d'Europe ne voient pas ce que nous voyons. Pour un Français, c'est normal qu'une école, qu'un hôpital, qu'une route, qu'un chemin de fer, ça soit du public. Mais pour les autres peuples d'Europe, en tout cas pas pour tous, c'est pas du tout évident. Du tout, du tout. Pour les pays qui sont sous influence anglo-saxonne et américaine, c'est pas du tout, du tout, du tout évident. C'est même le contraire. C'est la raison pour laquelle les traités parlent d'entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal, parce que les autres pays ne sont pas d'accord sur le principe même d'entreprise de service public. Alors, vous savez, j'ai une petite faiblesse. C'est mon goût pour l'histoire. Mais c'est une faiblesse qui est aussi une force. J'aime bien citer ce proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Il faut que les Français regardent d'où ils viennent et pourquoi nous avons, nous, Français, un goût pour les services publics. Ça ne remonte pas à la libération et au programme du Conseil national de la résistance de 1944-45. Ça ne remonte pas à 1945 et aux nationalisations, non. Ça remonte à 1245, excusez du peu. Nous sommes au milieu du XIIIe siècle. Le roi de France s'appelle Louis IX. Il est le fils de sa mère, ce qui arrive à d'autres. Mais ce qui n'arrive pas à tout le monde, c'est que sa mère s'appelle Blanche de Castille. Elle est d'origine espagnole. Elle a élevé son fils dans une foi chrétienne ardente. Nous sommes à ce que Georges Duby, l'historien français, appellera l'âge de la foi. Au milieu du XIIIe siècle, c'est le moment où la France et l'Europe occidentale se couvrent de ce blanc manteau de cathédrale. Et Louis IX a été élevé par sa maman, et Louis IX rêve, quand il sera roi, de suivre l'exemple du Christ, d'être le vicaire du Christ sur terre, d'appliquer ce qu'on lit dans les évangiles, notamment dans les évangiles, lorsqu'il est question du riche, qu'il est plus difficile à un riche d'accéder au royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Le Christ qui s'adresse aux humbles, qui défend les humbles contre les riches. Et Louis IX va essayer de mettre ça en œuvre sur son trône, une fois parvenu sur le trône. Il le fait parce qu'il est très pieux, très religieux. Il le fait aussi parce qu'il est malin, parce que c'est un fin politique, parce qu'il est le descendant du Hugues Capet. Hugues Capet qui, à la faveur d'une révolution de palais qui a eu lieu en 987 à Noyon, a clôturé la dynastie des Carolingiens. Parce que les dynasties des Carolingiens, le roi qui aurait dû monter sur le trône en 987,
Celui qui devait monter sur le trône avait fait allégeance à Othon II, qui était l'empereur du Saint-Empire romain germanique, plaçant ainsi le royaume de France sous la tutelle, sous la suzeraineté du Saint-Empire romain germanique. Et les seigneurs français ne voulaient pas de ça. Déjà, ils voulaient que la France fût une puissance libre, souveraine et indépendante. C'est la raison pour laquelle il y a eu, en 987, ce changement de dynastie, et Hugues Capet, qui lui n'avait pas fait allégeance, monte sur le trône. Alors 250 ans après, Louis IX, il est le descendant d'Hugues Capet, il vise à affermir la monarchie. Elle a survécu 250 ans après, mais il veut affermir la monarchie par rapport notamment à tous les aristocrates, la noblesse, qui cherchent toujours à être quand même calife à la place du calife. Il ne faut pas se tromper sur l'histoire de France. Le monarque, le roi de France, a toujours eu maille à partir avec les grands féodaux de son royaume. Et donc Louis IX va inventer quelque chose qui va traverser toute notre histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est que Louis IX décide de s'opposer aux féodaux et de prendre appui sur le peuple. Alors à la fois les enseignements des évangiles, mais à la fois une réflexion politique, le mène à prendre une politique qui peut se résumer, je ne parle pas de ses voyages, de ses croisades, mais qui sont deux images d'Épinal que je voudrais exposer devant vous. Le premier, moi, quand j'étais petit, dans les années 60, on collait, quand on apprenait l'histoire de France, on allait coller des petites images. Et il y avait une image, c'était Saint-Louis qui rendait la justice sous son chêne à Vincennes. Moi, j'avais, je sais pas, 7 ans, je ne comprenais pas pourquoi c'était important que ce soit un chêne. En fait, tout le monde s'en fout que ce soit un chêne. Bah bon, c'est un symbole de force, rebur en latin, mais ça s'arrête là. Le fait que ce soit un Vincennes n'est pas très important non plus, même si c'était le palais du roi. Enfin, le château de Vincennes, il est toujours là d'ailleurs. Non, ce qui était important, c'est que c'était le roi qui rendait la justice. Et ce qui était encore plus important, mais moi on ne me l'avait pas bien expliqué, ce qui était encore plus important, c'était la façon dont il rendait la justice. Son mémorialiste Joinville le raconte. C'est que de temps en temps, le roi de France faisait venir à lui un grand féodal du royaume, je ne sais pas, le comte de Charolais ou je ne sais pas qui. Et puis un humble, un pauvre paysan. Il y a encore du servage à l'époque en France. Et puis le roi, il écoute l'un et l'autre et, si nécessaire, tel le Christ dans les évangiles, il donne raison aux petits contre le féodal. Les Français n'en reviennent pas. On est au haut Moyen-Âge, on est au Moyen-Âge plus exactement, et d'un seul coup, ils découvrent un roi qui prend le parti du peuple contre les féodaux. Et puis Louis IX, il ne fait pas que ça, c'est qu'il décide de créer les établissements de commun profit vers 1245, c'est-à-dire des emplacements où on va pouvoir soigner les gens, le peuple, des maladies qui ravagent. Vous savez que l'espérance de vie est de l'ordre de 40 ou 42 ans. Et puis on va aller se faire soigner sur la cassette du roi. À Paris, il va créer un établissement avec 300 lits. On l'appellera l'établissement des 15-20, parce que 15 fois 20 égale 300. On y soignera notamment les maladies oculaires, mais pas seulement. Et aux frais du roi. Eh bien, les Français vont plébisciter ce comportement. Louis IX affermira définitivement la monarchie et la lignée des Capétiens. Et Louis IX, vous le savez, meurt à Tunis en 1270. Au cours d'une croisade, son corps est rapatrié à Aigues-Mortes, puis ensuite à la basilique Saint-Denis. Et les Français vont demander et obtenir avant la fin du XIIIe siècle la canonisation de Louis IX, qui deviendra Saint-Louis. C'est Boniface VIII, le pape, que Philippe le Bel ultérieurement fera assassiner, mais ça c'est une autre histoire. Boniface VIII va donc canoniser le roi de France, de telle sorte que la lignée des rois de France ensuite va descendre d'un saint de l'Église catholique. Excusez du peu, c'est quand même pas banal. Et ceci, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ça veut donc dire que ça fait plus de 700 ans, ça fait plus de 770 ans que les Français, en fait, cherchent tout au long de leur histoire nationale un chef d'État, qu'il soit roi, empereur, président de la République, qui d'abord et avant tout
assure la justice sociale et l'égalité entre les Français et prend la défense des humbles contre les féodaux de son époque. Nous avons eu des bons rois qui se sont inscrits dans cette lignée. On pense par exemple à Charles V, on pense à Henri IV avec la poule au pot. On pense aussi à Louis XIV dans les débuts de son règne. Il fait la même chose que Louis IX. Louis XIV, il envoie, quand il a 24 ans, les grands jours d'Auvergne, il envoie en Auvergne des commissaires qui viennent, qui tiennent des tribunaux en plein centre des villages et puis qui font venir les aristocrates qui exagèrent. Et puis qui condamnent, qui font mettre au trou tel ou tel comte ou tel marquis. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Français pardonneront tout ensuite à Louis XIV, y compris lorsqu'à la fin du règne, Louis XIV s'égarera dans comme je disais, la guerre de succession d'Espagne. La France a failli disparaître avec la bataille de Malplaquet. On s'est rétabli à la bataille de Denain. Mais les Français ont soutenu Louis XIV jusqu'au bout parce qu'il y avait ça au début. On a eu des grands rois, on a eu des mauvais rois. Les mauvais rois, ce sont ceux qui ont fait l'inverse. C'est-à-dire ceux qui ont pris le parti de l'oligarchie, de l'international des cours, contre les Français. C'est Charles VI, par exemple, qui décide qu'à sa mort, le royaume de France sera donné à l'Angleterre. C'est le traité de Troyes de 1420. Il fait ça sous l'influence de sa femme, Isabeau de Bavière, qui fricote, qui a comme amant le duc de Bourgogne. Et quand le roi de France, qui est à moitié fou, Charles VI est devenu fou en 1400, à la fin du XIIIe siècle, du XIVe siècle, lorsque le roi de France signe le traité de Troyes, qui dit qu'à la fin de son règne, quand il mourra, la France sera donnée à l'Angleterre, la bourgeoisie parisienne approuve. Paris, on est sous la guerre de 100 ans, elle est sous la tutelle des Anglais. La bourgeoisie parisienne, elle approuve. La France est trop petite, nous dit-on, en 1420, déjà. Il faut qu'elle fusionne avec les anglo-saxons. Et c'est là qu'arrivera l'épisode de Jeanne d'Arc, qui d'un seul coup renversera l'histoire de France. Je renvoie ici à ma conférence sur l'histoire de France. Je parlais de Charles VI. Alors Jeanne d'Arc, c'est quoi? Jeanne d'Arc, c'est l'émanation du peuple français. Je parlais de Charles VI, je voudrais parler de Louis XV. Louis XV, après la bataille de Fontenoy en 1745, c'est une grande victoire française. Le maréchal de Saxe s'est mis au service du roi de France. La France remporte une immense victoire. Tout le monde s'attend à ce que Louis XV demande des compensations territoriales très importantes, qui donnent à... Pas du tout. Louis XV est influencé, par la Trierweiler, la Pompadour. La Pompadour, qui est sa maîtresse, se pique d'avoir des échanges épistolaires avec Frédéric de Prusse. Et donc le roi de France va dire, ben non, je fais la guerre en roi et non pas en marchand. Et donc, en fait, tous les avantages sont donnés au roi de Prusse. Parce qu'en fait, il vit hors sol, il vit coupé du peuple français. Lui, ce qui est important, c'est d'être chic, c'est d'être, non pas à Davos, mais de paraître chic vis-à-vis de Frédéric de Prusse. Les Français seront furieux. Ils diront, bah alors, on a travaillé pour le roi de Prusse. Ça restera d'ailleurs comme une expression en France. Travailler pour le roi de Prusse, ça veut dire on a travaillé pour les autres. À partir de ce moment-là, le gouffre va commencer à s'ouvrir entre la monarchie et le peuple français. Et puis, quelle finesse de stratégie! C'est à partir de ce moment-là que le royaume de Prusse va prendre de plus en plus d'importance. Pour devenir, après la bataille de Sadova de 1866, ça deviendra en fait, et puis après la pâtée qu'on prendra à Sedan, le deuxième Reich allemand, le Reich bismarckien. Ça mènera rien moins qu'à la guerre de 70, puis à la Première Guerre mondiale, puis à la Seconde Guerre mondiale. Bravo la stratégie de Louis XV. On a eu des mauvais rois. Ceux qui jouaient l'intérêt des féodaux, de l'aristocratie, de l'international des cours contre celle du peuple français. Eh bien, écoutez, si vous comprenez tout ça, finalement, vous comprenez l'histoire de France et le drame que nous vivons aujourd'hui. Parce que nous avons eu aussi des grands présidents de la République. Le bruit et la fureur des années 60, c'est maintenant à peu près apaisé. On peut porter un regard apaisé. Et même si tout le monde n'est pas d'accord, en gros, quand même, dans le fond, tout le monde sait bien
que Charles de Gaulle fut un grand président de la République. Parce que, même s'il a fait des erreurs, il défendait l'intérêt du peuple français. C'est quand même de Gaulle qui avait dit, d'abord c'est de Gaulle qui présidait le Conseil national de la Résistance, où participaient des communistes, des socialistes, des chrétiens sociaux. L'influence communiste fut très importante au CNR. Et il est question d'ailleurs dans le programme du CNR de la lutte contre les féodalités financières et économiques. Et de Gaulle, lorsqu'il est revenu au pouvoir en 1958, s'est heurté à ces féodalités. Il disait la politique ne se fait pas à la corbeille. Il se heurtait de front déjà à toute l'oligarchie financière. D'ailleurs, tous les journaux, toutes les radios lui crachaient dessus. Il ne possédait, si j'ose dire, que l'ORTF. De Gaulle s'opposait aussi au pouvoir des partis, les féodaux de son époque. Mais tout le monde a bien compris maintenant avec le temps que de Gaulle ne travaillait que pour la France et pour le peuple français. Il avait cette formule très cruelle d'ailleurs. Il disait en France, seul le peuple est patriote. Les bourgeois ne le sont pas. Et puis on a eu des grands présidents de la République, on a eu des mauvais présidents de la République, si vous voyez ce que je veux dire. Les présidents de la République qui, dès qu'ils ont un week-end, ils filent aux États-Unis en vacances. Des présidents de la République dont le fils s'engage dans l'armée américaine. Des présidents de la République qui viennent bien prendre leurs ordres partout sauf chez le peuple français. Des présidents de la République qui sont intronisés à l'Élysée le soir même, qui filent pour aller voir Mme Merkel. Puis 2 jours après, pour aller faire un hommage de vassal devant le président des États-Unis. Des présidents de la République qui considèrent que les Français n'ont plus rien leur mot à dire, que seul compte ce que pense l'oligarchie financière à Davos, à Bruxelles, à Francfort. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est pour ça que nous avons ce problème. C'est que, en fait, derrière cet article 106 se cache la volonté de l'oligarchie de mettre la main sur ces services que nous considérons comme publics, dont nous considérons qu'ils ne sont pas là pour dégager du cash, qu'ils sont là pour simplement assurer l'égalité entre les Français et les territoires, alors que d'autres ont une autre vision qui considèrent qu'on se fiche éperdument de l'égalité entre les citoyens. La seule chose qui est importante, c'est comment dégager le maximum de profit.